Salut! Hey. Ça va, Mélo? Yes, ça va. Ça a été une longue journée, mais ça va. Raconte-nous ta longue journée, Mélo. Oh non. Non, je rigole. Il y a des choses qui m'ont déçu et des gens un peu incompétents, mais à la fin, ça a bien fini. Donc, Est-ce que ça c'est va. Mais c'est pas des gens qui parlaient français, si? Ouais, un petit peu. On est en train de chialer sur la francophonie, c'est ça que t'es en train de dire? Il faut accepter que dans tous les groupes, il y a des incompétents des fois. C'est ça. Donc, alors, moi j'ai un adage. Ok. Tu pourras être déçu par de certains francophones, Oui. mais jamais de la francophonie. There you go. C'est pas la même chose. on se rattrape. Oui, non, c'est ça, c'est bien. Ok, comme d'habitude, déjà bienvenue. On va faire un petit tour de l'actualité francophone internationale. On a de la news cool. Ouais. Ouais. Puis on a une nouvelle positive à la fin, une petite surprise Ouais, non. super importante. On va dire que cette semaine n'a pas été super au niveau de la francophonie en général. On a gagné un prix Nobel en France, mais ça concerne pas toute la francophonie. Ouais. C'est positif. Oui, ouais, il y a juste beaucoup. On s'entend que quand on a regardé les nouvelles cette semaine, on était un peu du genre, ok, est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Et en plus, comme on se focus pas que sur un pays, on voit un peu, tu vois, dans le global, et donc la géopolitique mondiale, on va dire que Yeah. c'est pas folichon. Non, puis Voilà, at c'est ça. large, francophonie, pas francophonie, c'est. C'est la C'est merde. ça, c'est la merde, voilà. C'est la grosse merde. Ok, donc petit tour Bienvenue d'actualité. pour toute la soirée. Tour d'actu de l'actualité francophone mondiale. Ensuite, on va passer sur nos chroniques avec notamment... on verra de quoi on parle. Je te propose de faire le tour d'actu, comme ça on est chill. Je vais parler dans un premier temps de la pré-COP 27 qui a eu lieu à Kinshasa et avec notamment les Suds qui se rebellent clairement. Et c'est notamment la voix de la ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo qui était vraiment intéressante. Et étrangement, ça n'a pas trop fait vibrer les pays occidentaux. Weird. On se Weird. demande vraiment pourquoi. Toi, ensuite, tu vas nous parler de... Oui, donc le 4 octobre, c'est un peu pour faire un retour sur ce qu'on a discuté la semaine dernière avec la journée de vérité et réconciliation. C'était la journée de rappel des femmes et filles autochtones disparues. Donc, c'est pas joyeux non plus, mais c'est important d'en parler, je trouve. Puis, voilà, donc on va un petit peu discuter de ça, que c'est un réel problème. Ok. Puis, on bouge pas trop non plus. Ensuite, on part au Niger avec... c'est un enfoiré aussi. Moi, j'aime bien, tu vois, cibler ces gens-là. On va parler un petit peu de l'ex-ambassadeur de France au Niger qui a fait quelque chose de vraiment nul et qui embarque un petit peu toute son administration dans le trouble. Je vous en parle un peu plus juste après. Puis là, ça c'est la news un peu... Moi, donc c'est pas francophonie, mais c'est quelque chose que j'ai vu passer il y a quelques jours et qui m'a vraiment touchée. Triste, mais c'est le rappeur russe Ivan, qui est connu sous un autre nom, mais qui... Walkie, je pense. Walkie, ouais. Puis en gros, il a sur les réseaux, sur Telegram, parce qu'en ce moment, en Russie, beaucoup des réseaux sociaux sont fermés ou très peu accessibles. Il a annoncé son suicide parce qu'il voulait pas être envoyé à se battre en Ukraine. En Ukraine, et c'est triste, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et une façon de parler un peu de façon plus large aussi de ce qui se passe et que tout le monde est un peu coincé dans quelque chose où tu choisis si tu rentres dans le moule ou non. Puis au-delà des camps, on parle d'humain. Oui, et là, c'est vraiment un humain qui voyait pas d'autre issue. Exactement. Et puis moi, je vais finir avec le prix Nobel de littérature pour Annie Ernaux, qui est un personnage intéressant de la francophonie, puis on aura l'occasion d'en parler justement un petit peu après. Et on a une nouvelle bonus que vous allez découvrir et elle est fantastique. En plus, c'est le genre de news déniché par nos recherchistes. Nos recherchistes. Non, mais c'est news. Alors, on commence avec la pré-COP 27 de Kinshasa. Donc, pour les gens qui nous écoutent en podcast, je vais lire un petit peu l'article que nous ramenait Radio-Canada par rapport à ça. Comme attendu, les pays du Sud ont plaidé leur cause et ont mis le monde industrialisé devant ses responsabilités durant les 2 jours de la pré-COP 27 qui était à Kinshasa, un mois avant le sommet prévu sur le climat qui aura lieu en Égypte. Ça, c'était vraiment un moment intéressant
Parce que c'est une des premières fois où les Suds vraiment commencent à dire... On se souvient lors de la COP précédente qui avait lieu à Glasgow, de cet élu, le président d'une île du Pacifique, qui avait fait son discours, notamment les pieds dans l'eau, en expliquant que c'est pas les pays industrialisés qui sont les plus touchés de prime abord, même si... Voilà, là, on voit ce qui s'est passé en Floride. Nous, on s'est pris l'ouragan il y a 2 semaines. C'est pas... On peut pas tirer des liens directement, mais n'empêche que le niveau des eaux, ça va de plus en plus provoquer ce type de catastrophe. Oui, évidemment. Donc là, voilà. Et la ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, Eve Baïzaba, à la manœuvre depuis des semaines pour piloter cette pré-COP organisée avec l'Égypte, semblait satisfaite en annonçant dans la journée la formation prochaine d'un front commun des grands pays forestiers que sont la République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie. On le voit, c'est des alliances un peu altermondialistes qui sont en train de se créer sur des sujets écologiques, et ça nous fait assez plaisir dans le show en général, et ouais, c'est vraiment important. Comme nombre d'autres pays en développement, la République démocratique du Congo aura de plus en plus de mal à opérer un choix entre la lutte contre l'extrême pauvreté et la lourde facture à payer pour l'adaptation au changement climatique si les pays industrialisés ne lui offrent pas d'alternatives technologiques et financières conséquentes. Les discours congolais d'ouverture des travaux ont été qualifiés de virulents, voire de va-t-en-guerre, par certains participants à l'après-COP. Et quand ils disent certains participants dans l'article, ils pensent notamment aux pays occidentaux qui, du coup... se retrouvent un petit peu au pied du mur, tu vois, face à eux, les Occidentaux, c'est nous. Hein. Oui. On pollue le plus. On l'accepte, on le sait. C'est nous qui contribuons le moins. Yep. Tu vois, parce que c'est nous qui avons à contribuer le plus. Exactement, et c'est pas nous qui sont aux avant de la crise climatique qui vont... Exact. Oui, on se prend des tempêtes et des ci et des ça, mais on vit pas dans des zones où... Dans quelques années, il fera tellement chaud que physiquement, un humain ne peut pas survivre. On pense notamment aux canicules qui ont lieu au Pakistan, en Inde, avec des températures qui atteignaient les près de 50 degrés. C'est une température sous laquelle un corps humain n'est même plus capable de se refroidir parce que l'air est saturé d'eau. Or... Quand l'air est saturé d'eau, le corps humain, pour se réguler sa température, sa seule manière, c'est de suer. Or, impossible de suer, puisque l'air est saturé d'eau, et donc il y a des gens qui sont morts de par des chaleurs qu'on avait rarement vues, et qui vont, on le voit en tout cas sur les données statistiques, ont tendance à s'accélérer et à devenir de plus en plus nombreuses au fur et à mesure des années. Ça risque d'être problématique. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est cette citation qu'elle a prononcée. Nous avons besoin d'oxygène, nous avons aussi besoin de pain. On se met à la place des pays du Sud en développement, notamment la République démocratique du Congo, qui, on va le rappeler, est le pays francophone le plus peuplé au monde, et Kinshasa, sa capitale, la plus grande ville francophone au monde. Eh bien, ces pays-là ont aussi besoin de produire. Et de notamment produire de la nourriture, produire des services de premier ordre pour leur population. Et donc, c'est pas les mêmes que nous qui prenons l'avion X fois par an, qui avons nos milliardaires à nous, qui se lancent dans l'espace, etc. On n'est pas du tout les mêmes, on n'est pas sur les mêmes échelles. On doit tous faire des efforts pour limiter le réchauffement, mais il y en a qui sont déjà en train de crever, quoi. Ils peuvent pas faire plus d'efforts, tu vois. C'est ça, ils ont besoin des bases, et on voit des maladies qui sont en train d'apparaître, où je lisais sur un type de maladie du foie, pas du foie, les kidneys, c'est les reins, merci. Les reins. Mais il y a une maladie des reins qui est en train de se développer spécifiquement dans des personnes qui travaillent dans l'agriculture, qui sont ceux où on leur dit tu vas dans le champ, tu restes sous 50 degrés à midi, à 2 heures, on s'en fout, et qui sont tellement dans la chaleur tout le temps que c'est des maladies spécifiques, un type spécifique d'une maladie qui existe déjà, qui se développe parce que ils sont sous tellement de chaleur tout le temps que leur corps développe ça. Donc, c'est de plus en plus vu que la chaleur affecte le corps de tellement de façons. Et on parle pas de chaleur de « il fait un peu chaud, je sue ». On parle de chaleur, il fait tellement chaud que je peux pas fonctionner. Ouais, c'est ça. Donc, ça sera vraiment intéressant. Puis que la COP soit aussi en Égypte où eux seront à l'avant de ça aussi. Exactement. Donc, voilà, ça va être intéressant à suivre cette COP27. On espère que des accords plus prometteurs vont être signés que celles de la COP26. Et on va rappeler notamment que les accords qui ont été pris lors de la COP21 à Paris, eh bien,
était beau sur le papier. Il y a eu beaucoup de lobbying de la part des grosses puissances industrialisées. On pense notamment aux États-Unis, au Canada, mais aussi, alors la France essayait de faire bonne figure parce que c'était chez elle, mais n'empêche que. Et puis d'autres puissances industrielles, même si elles sont moins, comment dire, tout autant développées, plus productrices, comme la Chine, tu vois, la Chine, on délègue notre production là-bas. Donc tu vois, tu peux pas dire... C'est pas notre problème, c'est pas notre faute. Non mais autour de nous, j'aimerais bien savoir, tu vois, par exemple, là où on enregistre dans la coloc, là, qu'est-ce qui n'est pas fabriqué en Chine? Je pense que ça se compte sur le doigt de la main. Donc tu peux pas dire, ouais mais nous on fait des efforts, c'est eux qui polluent. Guys, ils produisent pour nous. C'est un autre sujet, mais pourquoi on a délocalisé là-bas aussi? Pour des raisons de coût du travail, pour des raisons de protection des travailleurs, etc. En gros, on fait tout produire en Chine, puis dès qu'on a beaucoup d'ordures, on les envoie en Inde. Donc à un moment, il va falloir que ces solutions soient mondiales, et c'est tout l'intérêt de la conférence of the party, les COP justement, c'est de trouver des accords internationaux là-dessus. Du coup, pour moi, même si certains ont trouvé les discours un petit peu virulents, je trouve que c'est de bon augure de voir des fronts s'élever de la part des pays du Sud qui haussent le ton en se disant « Guys, on veut bien faire des efforts, mais ce ne sera pas au détriment de notre population, parce que la vôtre vit proportionnellement mieux que la nôtre. Il y a un moment, il va falloir peut-être trouver un point d'équilibre. » Absolument. Puis, c'est ça, c'est important qu'eux n'aient pas peur de le dire, parce qu'il y a très peu de pays de l'autre côté du globe qui vont le faire. Puis peut-être que ça va pousser un peu la donne tranquillement pour qu'il y ait vraiment une réelle réaction, puis qu'il y ait des accords qui sont pas seulement volontaires et que tu dis bon, je vais peut-être proposer de faire ça sera bien, et qu'il y ait réellement des accords où on avance sur des vrais trucs. Exactement. Bon, donc je fais un petit, on va dire un clin d'œil à vendredi dernier où c'était la journée de la vérité et de la réconciliation, donc une journée pour parler des pensionnats autochtones. Donc le 4 octobre, qui est passé récemment, c'est la journée de commémoration des femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Donc la raison pour laquelle cette journée existe, c'est parce que statistiquement, au Canada, même si la population autochtone est très petite, il y a un énorme pourcentage de ces femmes et ces filles qui disparaissent et qui sont assassinées, et où il n'y a pas vraiment d'investigation ou investigation de qualité, où on n'en parle pas, où il n'y a pas de solution pour ce système. Il y a un endroit qui s'appelle The Trail of Tears, donc genre la route des larmes, et c'est parce qu'il y a tellement de femmes et de filles qui se font assassiner dans ce coin-là que ça a eu ce nom. Donc c'était un peu pour juste rappeler ça, puis relancer ça. Donc Justin Trudeau, je sais que t'écoutes, j'en suis certaine. Get on it, bitch, là, comme faut que ça bouge. Ça, tu sais, c'est juste... C'est tellement frustrant quand tu vois certaines choses où il y a besoin d'avoir tous ces mouvements, et il y a le mouvement des robes rouges où là c'est bon, vendredi dernier c'était le chandail orange pour commémorer, là c'est les robes rouges pour que ce soit ultra visible, le rouge c'est le sang, et en gros il y a tout un mouvement d'accrocher des robes rouges un peu partout, des fois même dans la forêt, quand tu passes en voiture tu vois ça et c'est ultra choquant, puis c'est parce que c'est ça qui se passe. T'as des personnes qui disparaissent au milieu de nulle part et qui sont peut-être un jour retrouvées, et elles ont été assassinées parce que c'est une population facile à faire disparaître, et où tu sais statistiquement que toi-même, si tu le fais, tu ne seras probablement pas attrapé, et si tu es attrapé, la justice, elle va peut-être être un peu plus molle sur toi. Donc, voilà, c'était un peu pour faire un petit rappel de ça. Là, il y a une histoire à propos d'une mère qui cherche encore sa fille, qui a disparu en 2014. On est en 2022. What the fuck? Ça, voilà, donc c'était juste pour souligner ça, que c'est important d'en parler. Je trouve ça un peu dommage, c'est aussi proche du 30, parce que là on n'a pas beaucoup de temps pour parler des deux, mais voilà, je voulais juste un peu soulever ça, puis on va parler de féminisme un peu plus tard, donc ça, c'est pour un petit peu ce prime là. Exactement. Alors, je vais vous parler d'une grosse merde. Oui, de monsieur Alexandre Garcia, qui est l'ex-ambassadeur de France au Niger. Pour ceux qui nous regardent en direct et en vidéo, vous voyez sa photo. Il était dans un hélicoptère militaire, parce que c'est ce que font les ambassadeurs dans les pays d'Afrique, hein, ils se baladent dans des hélicoptères militaires. La France n'existe que comme ça, tu vois. Exactement. Là, ce sera le sujet de ma chronique. Donc qu'a fait notre ami Alexandre Garcia? J'ai mis l'article de Mediapart qui était intéressant, mais j'ai l'histoire bien en tête. Je devais déjà en parler la semaine dernière, mais on avait beaucoup d'actu. Cette semaine, c'est le bon moment.
Alors, comment ça se passe dans les ambassades françaises autour du monde? Eh bien, les personnels qui sont embauchés sont souvent des personnels locaux. Pour tout ce qui n'est pas le personnel administratif, là, on parle de eh bien, les agents d'entretien de la résidence, tu vois, du gouverneur. Donc, et parmi ces gens-là, c'est souvent des personnels locaux. Donc là, en l'occurrence, j'avais mis le nom de la personne. C'était Jean Bocaux Éloge, qui était du coup gestionnaire de la propriété et qui s'occupait un petit peu de l'entretien, tu vois, de la résidence de monsieur le gouverneur. Ok. Classe, tu vois. Ouais. Parce que lui, il avait un passé en restauration, hôtellerie. Donc, tu vois, il avait vraiment un gros background là-dedans. Il a été embauché... Donc, on parle d'un professionnel. On parle d'un professionnel, voilà. un Nigérien, qui a été embauché en 2012 par l'ambassade de France et qui, du coup, devient un salarié français. Ok. Enfin, Ok. le contrat, c'est ça. Et donc, le français. contrat de travail est un contrat de travail français, donc Ok. avec les lois du travail françaises qui s'appliquent. Et, eh bien... Je vous donne l'anecdote. Les vacances dernières, en août, donc bien sûr, Monsieur Garcia, l'ex-ambassadeur, lui, il était en vacances. Et il y a des ouvriers qui devaient venir pour refaire la salle de bain, tu vois, de la résidence. Ok. Tu vois. Et en fait, donc, la tâche, quand tu es un employé de maison, c'est tu surveilles, tu checkes, tu fais gaffe. Surtout qu'en plus, il y a encore du racisme systémique latent, surtout dans un pays étranger quand tu es dans une résidence. Tu vois? Ouais. Puis t'es Ambassadeur pas juste touriste, là. T'arrives avec tout ton bagage, tout ton titre, C'est ça. etc. Et donc, du coup, il y a aussi ouais. une crainte de dire, bah oui, mais nous, on a nos affaires là-bas. Il y a des ouvriers du pays qui viennent chez nous. Enfin, faut faire gaffe, faut tout fermer, etc. Ok, admettons. Même si c'est pas admettable. Ok. Ouais. Clairement. Ouais. Et donc, le rôle de Jean Bocaux Éloge, c'était de préparer ça et de surveiller aussi l'avancée des travaux dans cette salle de bain. Ok. Donc lui, bah, il passait régulièrement voir ce qui se passait, etc., etc. À la rentrée, quand est rentré l'ambassadeur, il l'a traité de tous les noms en disant que c'était un travail mal fait. Alors, je ne vais pas dire le mot, le mot dans le podcast, tu vois, mais en gros, beaucoup de pression psychologique sur le salarié, tu vois. Et il a été licencié, du coup, en juillet 2021, donc juste après le retour de l'ambassadeur, tu vois. Et l'ambassadeur refuse de verser les indemnités de licenciement au mec, tu vois. Qui équivaut à quoi, tu vois, genre c'est 6 mois de salaire. Ouais, non, mais c'est ça. Donc c'est rien du tout pour ça. Et la justification, c'est que, on sait pas trop, on n'a pas trop suivi, blablabla, tu vois. Parce qu'entre-temps, l'ambassadeur, donc Alexandre Garcia, lui, a quitté son poste, tu vois. Et donc en gros, c'est un peu un flou administratif. Ensuite, il y a eu un truc vraiment fort, c'est que la cour du Niger a fait saisir les comptes de l'ambassade de France au Niger. Donc tu vois, ça monte d'un cran, tu vois, pour un salarié qui veut juste avoir ses indemnités, tu vois, de il a fait sa job, il veut se faire payer. Exactement. Et surtout qu'il a subi des pressions psychologiques. Et tu as beaucoup d'employés de maison qui ont décrit notamment les sévices psychologiques et les messages WhatsApp dégueux qu'envoyait l'ambassadeur et sa femme. Genre, tu vois, avec un côté vraiment dominant, dégueu. Oui, j'arrive de rien, vous êtes mes serviteurs. Exactement. Et donc, il y a ça. Et au début, ce que disait un petit peu le groupe de l'ambassadeur pour sa défense, c'est oui, mais c'est des locaux et bien sûr, ils vont défendre la personne, tu vois. Sauf que en plus, il y a des Occidentaux et notamment des employés français qui disent... On n'a jamais vu des rapports comme ça entre un ambassadeur et son employé de maison. C'est dégueulasse ce qu'ils lui ont fait, tu vois. Et donc, après la saisie des comptes par le gouvernement nigérien, tu vois, l'après-midi suivante, les comptes étaient réouverts de par la pression du ministère des Affaires étrangères française. Genre, en gros, comme si la France avait le droit de débarquer dans un pays souverain et de dire non mais guys, non mais tu vas pas me faire ça, là tu me réouvres ça, c'est quoi ce travail, tu vois. Bref, donc... J'ai lu cette histoire sur Mediapart. Je vous invite à aller lire l'article si vous êtes abonné. Abonnez-vous à Mediapart, bien sûr. Si vous n'avez pas l'occasion, peut-être que je ferai un stream pour parler particulièrement de ce genre d'histoire parce que c'est quand même incroyable. On est quand même dans des pays qui se sont libérés, qui sont autonomes. Et en plus, on applique une démocratie, enfin, une diplomatie tout à fait cordiale et bien. C'est pas du tout dans les règles françaises de la diplomatie. On est le 2e réseau diplomatique au monde pour les Français. Sorry, ça s'est construit sur des acquis, du savoir-faire, du savoir-être avec tout le monde et tout. On traite pas les gens comme ça, quoi. Ben non. Et bref, donc là,
C'était mon petit coup de Ouais, non. Alexandre Garcia, quoi. Non, voilà, c'est une grosse merde. Voilà, c'est la grosse merde de la soirée. Mais il y en a d'autres. Ah, attends, est-ce que genre... On en a-tu d'autres? Ah, mais il y en aura probablement drôle, mais c'en est une au moins. Alright, donc là, on tourne dans quelque chose de plus sérieux, mais... sérieux d'une autre façon, on va dire. Mais c'est ça, j'ai vu ça passer, puis ça m'a vraiment interpellé comme nouvelle. Où c'est le rappeur Yvan qui est connu sous Walkie. Si vous allez sur des services de stream, il y a sa musique. Ouais. Puis c'est un jeune russe de 27 ans qui, en gros, a été appelé au front, puisque c'est ce qui se passe tout de suite en Russie. Et lui... Et j'ai vu des trucs où on dit « Oh, il a des problèmes de santé mentale, etc. » Ça n'a pas rapport avec ça, même s'il en avait. Peut-être qu'il était déprimé parce que, je sais pas, il est dans un pays en guerre. Entre autres. Mais en gros, il a annoncé sur les réseaux, si je me trompe pas, sur Telegram, où il a fait des vidéos pour dire que il pouvait pas, lui-même, arriver à ce point-là où il serait envoyé à tuer des gens. Puis il y a une citation de lui, mais vraiment c'était ça, c'est ça qu'il a annoncé sur les réseaux avant de se suicider. C'est « Je ne suis pas prêt à prendre la responsabilité de porter une arme et de tuer des gens. Pardonnez-moi mes proches, mais parfois vous devez mourir pour vos principes. » Ce qui est vraiment intéressant à dire comme phrase, parce que là, tu sais, on va dire mourir pour ses principes, mourir pour sa valeur, quand on parle d'aller à la guerre et défendre son pays. Mais là, ses principes à lui, c'est justement « Non, je veux pas faire ça. » Je continue la citation. « De toute façon, ma dernière décision est de savoir comment je vais mourir, que ce soit tué par des gens que nous avons attaqués et rester dans l'histoire comme quelqu'un qui a soutenu ce qui se passe ou exprimant sa dernière protestation. » Donc, c'est vraiment sa façon de dire « Je suis pas OK avec ce qui se passe. » C'est atroce que c'est ça qu'il a dû faire pour qu'on parle de lui, clairement. Mais c'est... En tout cas, moi, ça m'a super interpellée de voir ça et de voir sa façon d'expliquer ça. Puis, en fait, quelques jours avant, je parlais à une amie russe que elle avait mis des photos sur Instagram. Elle est en Géorgie, le pays, pas l'État. Et c'était super beau. Puis on parle et, tu sais, moi, on se demande comment ça va. Puis je dis, on a eu un ouragan, on n'a pas encore de courant, c'est un peu la merde, mais ça va. Et comment est-ce que ça va, toi et ta famille qui sont en Russie? Donc, elle, en ce moment, est à l'extérieur pour justement pas être dedans tout ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment touchant parce qu'elle a comparé les deux événements, ou être dans un désastre naturel et être en guerre, ou être dans un pays en guerre, comme quelque chose qui est plus grand que toi et où peu importe, t'es coincé dedans et tu te fais affecter par ça. Et c'est pas ton choix. Il y a personne qui se dit, t'as des gens qui se disent, je vais aller dans cet ouragan, mais ça tombe dessus, right? Et là, c'est la même chose. T'es en train de vivre ta vie de Russe et bam, t'es rendu le méchant, il faut que t'ailles te battre contre les autres, etc. Même chose pour les Ukrainiens qui, eux, vivent leur vie d'Ukrainien. Et bam, il y a des gens qui débarquent chez toi qui veulent te tuer parce que X raison. Donc, j'ai trouvé tout ça que ça a vraiment ramené cette conversation en tête quand j'ai vu cette nouvelle, parce que c'est vraiment le feeling de je sais plus quoi faire d'autre parce que je suis coincée dans cette géante machine. Exact. Et je sais pas comment en sortir autre que de cette façon-là. Donc, voilà, c'est une nouvelle évidemment super triste, mais je trouve important d'en parler, puis voilà. Donc... Yes. Intéressant. Ouais. Puis ça met de l'humain dans des crises qui sont un peu mondiales, tu vois. Absolument. Absolument. Ça te fait dire, attends une seconde, on parle de Poutine, on parle de Zelensky, mais en arrière de tout ça, il y a plein de gens. Exact. Il y a plein de gens et des humains qui sont juste là. C'est ça. Et qui sont pas, tu vois, dans des bureaux, qui sont pas filmés, qui sont pas machin, mais qui vivent leur vie. Et puis, on se met à la place des Russes qui vont être appelés là, enfin, qui sont appelés, les 300 000 Russes qui ont été appelés à servir, tu vois, parce qu'ils avaient soi-disant une expérience militaire, blablabla. Ouais. Oui. On pense à eux là qui ont des familles qui n'ont jamais rien demandé à quiconque, tu vois. Non, puis tu sais, si on te dit tu vas aller te battre contre entre guillemets les méchants et tu vas défendre ton pays, ben tu dis peut-être ok, oui, je me suis inscrit à l'armée, etc. Let's go. Puis t'arrives sur le champ, c'est pas nécessairement la même chose que ce qu'on dit, ce qui est souvent le cas. Mais ouais, puis t'as toutes ces personnes qui ont leur entourage et que cette personne-là a leur communauté, etc. Et c'est bien plus compliqué puis humain que deux pays,
puis 2 hommes à la tête de ça qui font une bataille de bites. Là. Comme c'est vraiment ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est les 3 quarts des conflits mondiaux, c'est oui, mais moi je veux ça. Oui, mais moi je veux ça par contre. Et là, ben, let's go, on va aller envoyer des gens, puis on oublie les gens. Exactement. On continue de suivre la situation sur le front de la guerre ukrainienne parce que c'est un... Vous l'avez vu, on en a parlé il y a 2 émissions, c'était sur comment cette confrontation entre la Russie et l'Occident est en train de redéfinir les cartes géopolitiques, et notamment dans les pays francophones d'Afrique, avec des allégeances qui sont en train de se faire après le départ notamment des troupes françaises au Mali, et qui sont vraiment en train de changer la donne. On le répète, les troupes françaises n'ont rien à faire dans les pays d'Afrique, sauf si les pays eux-mêmes, démocratiquement, et leurs représentants démocratiquement élus, demandent un coup de main contre une menace. Ok, guys. Là, c'est pas le cas, clairement. Non. Et du coup, après 10 ans de guerre au Mali, la France est partie, et on se rend compte que d'autres alliances sont en train de se dérouler, et notamment la présence des Russes là-bas, qui sont en train d'étendre leur influence. Ça change pas mal les cartes du monde. Et il faut suivre ça de près parce que on sent que voilà, Poutine est quelqu'un qui est maintenant acculé, qui c'est un peu au pied du mur, et tout peut dégénérer assez rapidement, et on est très chanceux d'être là pour pouvoir faire ce show pour l'instant. Absolument. Les dernières nouvelles, c'était encore des trucs nucléaires, puis là je me suis dit non, on parle pas de ça. Non, cool. J'essaie de ne pas mettre ça dans ma tête pour pas être en panique tout le temps. Non, mais... Exactement. Mais de toute façon, t'as un abri chez toi sûrement. Non, mais tu jokes là, mais genre vraiment là, dans mes buts personnels, si je pouvais avoir un bunker, je serais tellement contente. Genre, j'irais juste me cacher là-dedans, puis je lirais, je sais pas, je serais juste tranquille. Là. Mais ça me fascine. Les survivalists, là, comme fascinating. On va bientôt parler des survivalistes parce qu'il se passe des trucs chelous aussi chez ces gens-là. Ouais. Parce que c'est pas à propos de la survie, tu vois. C'est souvent à propos de la survie de la race blanche. Oui. C'est plutôt ces trucs-là, tu vois, qu'il faut flipper. Oui. Je dis que c'est fascinant, mais ça veut pas dire que j'adhère nécessairement à l'idéologie de plein de ça, là, ça. Une news positive. Yes. Alors, le Nobel de littérature à la française Annie Ernaux. Alors, pour ceux qui nous regardent en vidéo, on n'a pas rempli la news parce qu'en fait, est-ce que tu as lu Annie Ernaux, toi? Non, honnêtement, j'avais même jamais entendu son nom avant que ce soit annoncé. Moi, j'ai entendu son nom. Je me sens très peu cultivée. Je me sens culturée, comme on dirait en bon français, voilà. Est-ce que tu penses que si tu avais un bunker, tu lirais du Annie Ernaux? Peut-être. C'est peut-être ça la solution. Alors Annie Ernaux, on la connaît sous un autre jour. Alors même si bien sûr elle est immensément connue au niveau de la littérature, elle écrit depuis longtemps. C'est une dame qui est assez âgée, donc pour tous les francophones qui nous regardent. Mais une des choses qui est intéressante avec Annie Ernaux, c'est ses engagements, notamment sur la notion de classe sociale à travers ses écrits. Alors il y a un écrit qui s'appelle La Place, qui a été décrit par 20 minutes. On était en train de discuter si on mettait cet article ou pas. Mais en gros, 20 minutes, c'est un journal gratuit qui est distribué dans le métro en France et qui est plus ou moins réactionnaire en fonction pas mal, on va dire. Ouais. Puis on sait que ces journaux-là, c'est des personnes à qui on dit « Ok, il faut que tu publies quelque chose pour demain. » Les journalistes, ils courent partout, ils écrivent sur tout ce qu'ils peuvent probablement 20 minutes, honnêtement. Et c'est ça la réalité. Non, mais tu sais, c'est la réalité de ces gens-là. C'est vraiment... pour ça que le journal s'appelle 20 minutes. Honestly. Ça, c'est ce que moi, je vais dire. J'ai aucun fait. Parce que chaque article est écrit en 20 minutes. Mais quand tu parles aux personnes qui écrivent les journaux des métros, puis c'est un peu comme ça partout, mais c'est vraiment... Tu as besoin d'écrire X montant d'articles ce jour-là, et disons que t'as pas toujours le temps d'écrire beaucoup de choses. Exactement. Mais du coup, ce qu'il écrivait, c'est que, grâce à Annie Ernaux, les transfuges de classe, en gros, les prolos qui sont devenus classe moyenne, en plus, dans l'article, ils écrivent même bourgeois, tu vois, mais bref, donc classe moyenne, en gros, eh bien, ont retrouvé un écho à leur parcours grâce aux écrits d'Annie Ernaux. Sorry, mais c'est pas ça qu'on va retenir d'Annie Ernaux. On va plutôt retenir ses engagements politiques, notamment en faveur de la justice sociale et aussi du féminisme. C'est plutôt ça qu'on va retenir d'Annie Ernaux en parlant de ce prix Nobel. Oui, j'espère. Et non pas de la justification du transfuge de classe qui devient... Non. Puis genre, ça va si je suis bourge maintenant, parce que moi aussi, j'ai dû lutter contre des choses. Genre, non. Puis en plus, Guy, est-ce que t'es vraiment bourge? Je veux dire, est-ce que t'as des tableaux de ton père, qui avait lui-même des tableaux de son père,
pour l'entreprise familiale. Est-ce que tu gagnes tes revenus sans travailler, avec des passive income, comme on dit, tu vois? Est-ce que tu possèdes une entreprise? Non. Si t'as pas tout ça, t'es pas vraiment bourge. T'es juste devenu une classe moyenne, tranquille. Good for you. Oui, mais t'inquiète, tu fais pas partie des ennemis du monde. Ça va. Tu peux quand même lire Annie Ernaux. Oui. Mais par contre, justifier son ascension sociale à travers ça, c'était vraiment... Non, ça c'est weird. Ok. Ouais. Ah, et tu as une vraie news. Oui, et de rien. Et ça parle de l'armée en plus. Absolument, regarde, on y revient. Donc, la photo, c'est la meilleure partie de la nouvelle, honnêtement. Et ça n'a aucun rapport, c'est un cadeau de Google. Mais donc, Catalogne, un poulet équipé d'une caméra sème la panique à la base militaire de San Clement. Donc, Saint-Clément en catalan. En catalan. Hein? Shout out aux Catalans, je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent. Catalogne libre. Oui. Ils sont tous avec Justin Trudeau d'ailleurs dans le même bureau. Secrètement, Justin Trudeau parle catalan. Non, je sais pas. Je commence des rumeurs, je vais voir où est-ce que ça s'en va. Bah, il parle mieux catalan que français, c'est sûr, mais... Non, méchant. C'est une joke spéciale canadien, ça. Donc, cette amazing nouvelle. L'animal a été trouvé dans une zone de manœuvre de cette base militaire proche de la frontière. Donc, en gros, il y a un poulet qui apparemment avait une caméra sur la tête, qui se promenait dans une zone de manœuvre et, les officiers sont un peu paniqués au début, apparemment. Je sais pas si vraiment il a semé la grosse panique. J'ai besoin de preuves. Mais j'aimerais voir la vidéo. Ouais, la vraie vidéo. Mais bon, après ça, ils ont appelé des... Alors, comment est-ce qu'ils s'appellent? La fourrière? Non, c'est probablement... Non, mais ils ont appelé... Attends, non, ils s'appellent les Mossos d'Esquadra. Ah oui, c'est ça. À la rescousse. Ok, oui. Mossos d'Esquadra. Voilà. Donc, okay. En gros, ça, ils ont appelé probablement une ONG qui s'occupe des animaux. Non, c'est la police. Et mon Dieu, c'est la police. Ah! Oh my God, t'imagines être le policier? Et tu arrêtes un poulet? Non, mais tu reçois l'appel de la base militaire qui te dit... Il y a un poulet avec une caméra sur sa tête et on sait pas quoi faire. Non mais guys, appelez l'armée. Non mais c'est vous l'armée. Oui, appelez la police. C'est nous la police. C'était peut-être un mec tout seul qui a vraiment comme une phobie des oiseaux. Et là, c'était genre son pire cauchemar. Voilà. Hitchcock. Voilà, il a regardé ça et c'est genre... C'est comme ça que ça commence. Moi, j'aimerais voir s'il y a un leak de la vidéo du poulet. Oui. Genre, tu vois, genre en POV, tu vois, ce serait vraiment, vraiment parfait. Puis surtout voir... parce qu'après, on peut comprendre aussi les militaires dans le sens où on est dans un contexte de guerre. Il y a des drones, il y a des drones un peu what the fuck qui deviennent un peu n'importe comment. Et on a appris... Enfin, souvenez-vous, cette news, c'était fou, ça. Qu'il y avait un programme secret de l'Union soviétique qui était l'entraînement des dauphins et des orques pour... déminer et attaquer les sous-marins adverses. Donc, pourquoi pas, je sais pas moi, des services secrets d'une puissance étrangère. Écoute, où il y a des poulets. C'est Poutine. C'est Poutine qui balance des poulets. C'est le début de la fin, on part tout ça. C'est le moment d'acheter un bunker, clairement. Ah, c'est ça. Clairement. Merci pour cette news. Bon, c'était pour sortir un peu du morose. C'est quand même vendredi. C'est ta chronique? Je pense que oui. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et vous avez même le hashtag pour tous les dyslexiques. Oui. Je suis désolée. MQC, QC, QCM. C'est nice. Ouais. Donc, je vais faire court. Parce qu'en gros, de toute façon, quand quelqu'un s'arrête et commence comme ça finit jamais court. Ça va 30 minutes plus tard. Mais en gros, cette semaine, puis on s'est un peu écrit là-dessus, mais moi, je savais même pas que la COP, qui est donc la grosse convention, mon Dieu, on en a parlé de la pré-COP, là, mais où les nations sont censées se retrouver pour parler, entre autres, mais majoritairement, du climat et de l'état un peu du monde naturel, on va dire. Oui. Ben moi, je savais pas qu'il y avait des sponsors. Je pensais que c'était un truc, je sais pas, genre... you know. Public?
Ouais, tu sais, parce que c'est genre les nations qui se rencontrent, mais en fait, non. Oui, mais non. Donc, il n'y a pas juste... Donc là, j'en ai mis quelques-uns qui sont sur le site de la COP, carrément. Ouais. Ou de la dernière, si je me trompe pas. C'est encore dessus. Ça, c'est les tops. Yes, c'est en dessous, là. Donc là, il y a Coca-Cola qui a été annoncé pour la prochaine. Coca-Cola qui a, entre autres, poussé pour la création du recyclage parce que c'était pas leur faute qu'il y avait plein de bouteilles. Non. Eux, ils ont créé des bouteilles en plastique pour que ce soit bien plus pratique pour le consommateur qu'avoir des bouteilles de verre très lourdes. Que, fair enough, c'est lourd à transporter, mais le plastique, il y a un autre méga problème. Et là, les gens ont dit, ben oui, mais c'est qu'il y a du plastique partout, c'est dégueulasse. Et ils ont dit, attends, j'ai un magnifique programme pour toi, mon ami. Tu dois recycler et c'est ta job de le faire. Moi, c'est pas moi. Moi, je produis. Non. Toi, tu consommes. You're the problem. Donc, Coca-Cola, prochaine COP, c'est un des gros sponsors. Mais comme on voit ici, il y a par exemple Microsoft. On s'entend que pour faire de l'électronique at large, c'est pas juste Microsoft, hein, mais on a peut-être besoin d'aller, je sais pas, chercher dans des mines de façon pas nécessairement éthique, des choses rares et peut-être avoir du labor qui est pas toujours on respecte pas toujours les droits de l'homme at large, mais tu dis ça, c'est parce qu'il y a de plus en plus de jeunes de moins de 14 ans qui travaillent à Tim Hortons, mais voilà, ils pourraient très bien être au fond d'une mine. Quelle est la différence finalement? Quelle est la différence? Il y en a nos amis à Unilever qui est c'est la big boîte qui font à la fois de la bouffe, beaucoup de nourriture. Ils possèdent énormément de marques. Là, c'est vraiment l'ombrella, on va dire, Unilever, et ils possèdent tellement de choses. Il me semble, alors, je veux pas dire une statistique erronée, mais il me semble que plus de 10% de ce qui est mangé sur Terre, tu vois, dans les pays occidentaux, tu vois, donc parmi les marques, ce serait sous leur responsabilité. 10%, quoi. Pour chaque gramme que tu bouffes, il y a un gramme qui vient d'Unilever. Puis, c'est pas 100% relié, mais genre, c'est aussi que ces compagnies, veulent pas, font partie du problème, mais aussi elles savent que si elles veulent continuer à exister, elles ont besoin d'efforts au niveau du climat, parce que leurs produits, par exemple, du cacao, pour vendre du chocolat cheap, c'est qu'il y a un problème, guys. Avec le réchauffement, il y a des gros problèmes de faire pousser. Il y a beaucoup de pluie, et là, il n'y en a plus. Il y a une sécheresse. C'est pas bien pour les arbres, ça. Il y a des maladies spécifiques qui vont dans ces arbres-là. Il y a un gros problème. Il n'y a plus de cash. Donc, c'est ces compagnies qui investissent beaucoup dans des nouvelles façons de faire pousser les choses à la place de se dire peut-être que l'hyperconsommation, c'est pas great. On voit aussi quelques différentes compagnies, mais donc il y a des grosses banques qui, eux, souvent font leur argent passif avec des instances pas nécessairement très écologiques comme les compagnies de pétrole, etc. Puis, si je me trompe pas, il y a aussi... et de toute façon, s'ils sont pas dans la liste là, ils sont dans la liste plus large, des compagnies d'avions, de transport, etc., qui eux aussi vont dire « on fait des efforts », mais réellement, non. So, voilà, c'est de la merde. J'attaque surtout Coca-Cola, parce que Coca-Cola, c'est de la grosse merde aussi, pour autant des raisons écologiques que humaines. Allez voir ce qui s'est passé en Amérique latine par rapport aux gens qui voulaient leurs droits humains, et on leur a dit « non, on est Coca-Cola, bye ». Ouais. Ouais, Coca-Cola, mais je pense beaucoup de... Mais bon, l'industrie des boissons, tu vois, en général, c'est... Mais parce qu'ils ont fait... c'est comme Nestlé, quand ils s'imposent quelque part, tu vois, et qu'ils récupèrent des sources, c'est toujours compliqué, et en plus, il faut monter le cours de l'eau, ce qui fait que, notamment, il me semble que c'était au Mexique, et aussi en Indonésie, où le litre de coca était moins cher que le litre d'eau. Oui. Et ensuite, tu vois, on te dit, bah oui, mais les Mexicains, ils sont tous obèses, blablabla. Et étrangement, la courbe, elle commence à peu près en même temps que l'eau était plus chère que le Coca-Cola, mais c'est pas relié, évidemment. Il y a sûrement pas de lien. Non, ça doit être parce que les jeunes sont sur des téléphones ou quelque chose comme ça. Oui, ça mais par rapport. Ça, c'est ça. Les gens, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais donc voilà, c'est... moi, je veux comprendre pourquoi est-ce que la COP et pourquoi est-ce qu'on justifie et on explique en disant « Ah, mais comme ça coûte rien aux consommateurs, à la personne qui paye des taxes. »
d'envoyer son délégué parce qu'on a ses sponsors, où tu dis oui, mais ces sponsors, ils payent pas leurs taxes. So, peut-être que s'ils les payaient, on aurait même plus d'argent qu'envoyer des gens à aller manger du steak en jet privé pour dire assister que... à une COP pour signer un accord qui s'engage ou il s'engage à rien finalement. Exactement. Donc, c'est de la merde. Merci Mélo. Je comprends pas. On en reparlera peut-être. Oui, sûrement qu'on en reparlera de ces sponsoring-là. Voilà. Quelle horreur. Je te laisse faire ta chronique. Francophones de tous les pays, unissons-nous. Et puis j'ai mis non. Pourquoi ? Enfin, tu sais, c'est un peu une question. C'est un ordre, c'est une suggestion. Et en même temps, c'est un peu une question. Je vais parler notamment du nombre de francophones qu'il y a à travers le monde. Actuellement, les dernières statistiques nous donnent à 320 millions de francophones. C'est quand même énorme. Oui. Ça représente beaucoup de personnes. C'est presque la population des États-Unis d'Amérique, tu vois, si on devait comparer. Et donc, une des choses qui m'a intéressé aussi, c'est d'où vient un petit peu l'institutionnalisation de la francophonie et pourquoi on en est là. Puis surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça, en gros. Donc là, j'ai trouvé cet article super intéressant de Françoise Feugat dans Orient 21 qui était un petit peu autour de où va la francophonie, tu vois. Et il y avait notamment une partie qui m'a intéressé qui s'appelle Dans les décombres du régime colonial. Et ça, c'était vraiment intéressant. Ça raconte un petit peu comment est né, pour ceux qui connaissent peut-être l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Et il se trouve... Ce passage est vraiment intéressant. En 1962, le président sénégalais Léopold Sédar Senghor remet au goût du jour l'idée d'un humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre. Great. Une communauté d'esprit de ceux qui emploient cette langue. Ok. Nice. Yeah. Merveilleux outil trouvé dans les décombres du régime colonial. Ça, c'est son analyse à lui. En 1967, donc 5 ans plus tard, c'est sur sa proposition et avec le soutien de Bourguiba, qui était président tunisien à l'époque, de Djouri, qui était président nigérien, et de Elou, qui était président libanais, et surtout d'un pays qu'on n'attend pas du tout, pas énormément, la contribution de Norodom Sihanouk, qui est roi du Cambodge à l'époque, et ben, se crée l'Association internationale des parlementaires de langue française, et ça débouche en 1969 sur... la première conférence des États francophones à Niamey et qui permet la fondation en 70 de l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ACCT, l'ancêtre de l'OIF qui lui sera créé en 2006. Ok. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce sont plutôt des pays qui ont été colonisés qui se disent ça peut être intéressant pour nous entre pays francophones de s'associer. Ça m'a donné bien sûr envie de creuser parce que tu te demandes pourquoi des pays colonisés auraient envie d'aller là-dedans. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que cette institutionnalisation, comme l'écrit la journaliste, orchestrée en grande partie par des dirigeants d'anciens pays colonisés, avait des raisons diplomatiques, ça c'est sûr, financières et sociales, à la fois dans le contexte de la décolonisation, c'est-à-dire garder des liens et des échanges conçus comme bilatéraux avec la France, mais aussi pouvoir se servir d'une langue commune à l'intérieur de territoires nationaux artificiellement construits par la colonisation où se côtoyait un grand nombre de langues locales, et entre pays africains et plus largement entre ex-pays colonisés, de s'appuyer sur des personnes formées par l'école française pour construire une administration. Wow. En gros, lorsque l'OIF se crée, il y a aussi le fait de dire... on est des pays en développement, on se décolonialise et on reprend notre liberté, seulement on se rend compte que nos frontières ont été faites par un pays colonisateur qui a imposé ses règles, ses normes et notamment sa langue dans nos écoles, pour certains pays pour plus de 100 ans, tu vois. Donc ça fait 100 ans, ça fait 4 générations, tu vois. Ça fait en gros de la grand-mère au petit-fils, tu vois. Qui du coup se retrouve à utiliser le langage et la langue française notamment comme la langue de tous les jours, la langue du commun, etc. Et puis surtout, le dernier point qui m'a intéressé, c'est le fait que la plupart des élites des pays colonisés se forment notamment après la colonisation dans les pays développés francophones, donc notamment la France, la Belgique, le Québec aussi. Et donc, il y avait un intérêt pour eux à ce que cette institutionnalisation ait lieu. Ça, c'est le premier point. Il y a un second point que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est
on arrive à un moment dans les années fin des années 80, le président François Mitterrand, qui lui est au pouvoir. On est dans un moment vraiment trouble du monde où on est en pleine fin de la guerre froide, mais on ne sait pas encore que c'est la fin, mais on est dans la guerre froide avec les deux grands blocs occidentaux contre les soviétiques. Et là, voyant un peu cette fin arriver de l'URSS, il va falloir commencer à créer des fronts altermondialistes différents que cette opposition-là. Et peut-être que la francophonie a un rôle à jouer parce qu'elle touche énormément de personnes à l'époque. Oui. Surtout qu'en proportion, c'était vraiment énorme. Ouais. Donc, et des groupes très variés. Exactement. Qui, c'est ça, normalement, ne se parleraient pas. Exactement. Donc, du coup, il y a beaucoup d'intérêt chez un peu tout le monde de garder ça, mais surtout chez les anciens pays colonisés, chose que j'ai trouvée vraiment très intéressante et à laquelle je m'attendais pas énormément. Ouais. N'empêche que depuis, donc c'est-à-dire dans une histoire plus récente, depuis que la guerre froide est finie, depuis que maintenant l'OIF prend pleinement son rôle d'organisation internationale de la francophonie, eh bien là on est vraiment plus sur quelque chose qui ressemble à ce que décrit la journaliste notamment, c'est... Ils seront de plus en plus critiqués. Les institutions francophones telles que l'OIF seront et sont toujours régulièrement accusées d'être le relais d'une ingérence culturelle et linguistique, de servir de couverture à d'autres ingérences politiques et militaires, d'être l'un des outils de la France-Afrique ou encore de soutenir les dictatures. C'est-à-dire que depuis ce passage initial où on se dit on garde des liens avec nos anciens colonisateurs dans un but de nous développer et de garder des liens très tissés avec nos populations, puis créer notre propre administration. On en vient à cette période dans les années 80 où là, à la fin de la guerre froide, il faut créer un autre front altermondialiste qu'uniquement cette opposition soviétique contre les Occidentaux. Ouais. Et au final, sur quoi ça débouche ? Ça débouche sur une méfiance vis-à-vis de ces institutions parce que on a l'impression qu'elles véhiculent plus que des sortes d'échanges culturels, plus, tu vois, et qu'elle pourrait du coup, faire valoir d'autres intérêts, et notamment des intérêts personnels. On va rappeler une chose, c'est que la France a un parc nucléaire qui lui fournit son énergie. On n'est pas chanceux comme le sont les Québécois, par exemple, d'avoir plus de 100% de leur énergie produite par l'énergie hydroélectrique. La France, c'est du nucléaire, et le nucléaire, il n'y a pas d'uranium sur le sol français, il faut aller le chercher ailleurs, notamment au Kazakhstan, mais surtout au Niger, au Tchad, au Mali, là où il y a des mines d'uranium. Et donc, on se rend compte que l'indépendance énergétique française n'en est pas vraiment une, et elle dépend un peu des territoires avec lesquels elle peut continuer à avoir des liens. Et donc, les pays d'Afrique ne sont pas dupes, surtout depuis qu'ils se rendent compte que y a d'autres grandes puissances qui émergent et qui peuvent exister. On pense notamment aux BRICS, on les a nommés il y a 2 émissions, qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, notamment. C'est un front altermondialiste où les Africains se disent ok, on a notre destin en main, on peut peut-être en faire autre chose. Seulement, entre-temps, il se passe quelque chose, c'est que ils parlent toujours français. Oui. Et le français est toujours la langue officielle de beaucoup d'anciens pays colonisés en Afrique, et au moins une des langues officielles de beaucoup d'autres. Donc, ça reste quand même une chose intéressante, surtout que les administrations parlent majoritairement français. J'ai un ami marocain, du coup, ici, qui m'expliquait que... dans la fonction publique hospitalière marocaine, on parle français. Alors que le Maroc ne reconnaît pas le français comme aucune des langues officielles, tu vois. Et donc, c'était vraiment intéressant. Et il semblerait que ce soit la même... J'ai pas l'info exacte, donc je veux pas dire de bêtises, mais il semblerait que ce soit un petit peu le même genre de choses en Algérie. Même si, au contraire, l'Algérie voit le français comme étant une langue... PTSD, on va pas se mentir, tu vois. La guerre d'Algérie était une horreur pour les deux parties, à part les fachos qui sont bien amusés, là, comme Jean-Marie fucking Le Pen, dont on a parlé la semaine dernière. Petit shout-out. Ouais. Une autre grosse merde. Voilà. Ça c'est genre une des top grosses merdes. Là, j'avoue, elle est juste toujours là. Une merde de Damoclès. Tu sais, elle peut te tomber dessus, tu sais jamais. Mais pour l'instant, elle a plutôt l'air de tomber du côté de la poubelle. On a hâte que ça arrive. Bref. Là où je veux en venir, c'est que y a une citation d'Emmanuel Macron qui date de 2018 qui m'a un peu horrifié. Et il dit: l'ensemble des pays francophones représente 16% du PIB mondial et connaît un taux de croissance de 7%. La politique d'attractivité engagée par le président de la République doit ainsi renforcer la communauté francophone dans le monde au service d'une croissance mutuellement bénéfique. What?
Donc, bonjour, pays africains où vous avez maintenant la croissance comparée aux autres pays francophones. Vous avez aussi des choses qu'on veut. Donc, maintenant, ça doit être mutuel. Non, mais... Non, mais... Genre, grandissons ensemble, main dans la main. Non, mais à quel moment tu dis ça? Non, mais... C'est tellement pacifique. Non, mais en plus on est en crise climatique. On l'a parlé au tout début de cette partie d'actualité. On est en pleine crise climatique. On sait... Les militants écologistes savent que la croissance du PIB est un mauvais indicateur pour nous aider à aller de l'avant. C'est-à-dire que la croissance du PIB, c'est la croissance des richesses, et la croissance des richesses est forcément drivée par l'utilisation d'énergie pour transformer notre environnement en marchandises qui vont être consommées, etc. etc. Ouais. Or, cette énergie, elle est massivement produite par des énergies fossiles qui, lorsqu'on les brûle pour produire de la chaleur et donc de l'énergie, se retrouvent dans l'air, ça augmente les gaz à effet de serre dans l'air, qui fait que la lumière du soleil, quand elle frappe le sol et qu'elle remonte, elle se heurte à ces particules et ça fait chauffer, ça fait du rayonnement et donc ça chauffe. Quand Emmanuel Macron dit ça, il dit pas le discours qu'il y a derrière et il explique qu'en gros, l'avenir de la francophonie est un intérêt économique pour le monde. C'est ça. Mais qui nous plonge dans le mur, en fait. Absolument. C'est tous les francophones ensemble dans le mur. C'est ça. What, quoi? Voilà. Et on s'entend que les francophones affectés sont ceux à qui il dit bonjour. Exact. Marchons dans la moitié. C'est ça. Mais aussi que, tu sais, le PIB, littéralement, le seul but de ça, c'est que ça augmente constamment. Il n'y a pas de bon PIB si ça n'augmente pas. Exact. Et c'est encore pire si ça n'augmente pas. Ça veut dire que t'es genre sous-développé. Exactement. Donc, c'est tellement... Il y a tellement de toxicité, de multiples niveaux qui est mise là-dedans. Entre autres que juste utiliser les pays africains comme ça a pas mal toujours été le cas pour la France, pour des biens, pour que vivre mieux en France. Exact. Et un peu s'en foutre du reste. Du coup, ma question, c'est tout ça pour la croissance. La francophonie, ça peut être tellement plus. On se rend compte que ça a été bâti sur des mauvaises bases. On le sait. Ouais. On parle tous français peut-être pour des mauvaises raisons, tous autour du monde. N'empêche qu'on a ça en héritage. Et on peut pas... Alors, quand je dis héritage, attention, c'est pas un truc qu'on honore, etc. N'empêche que c'est un état de fait. On partage la langue française. Qu'on soit congolais, parmi les 30% d'Algériens qui parlent français, qu'on soit français, belge, luxembourgeois, québécois, acadien... qu'on fasse partie des communautés francophones au Vietnam ou partout ailleurs, en République démocratique du Congo, à Madagascar, dans les îles. Le fait qu'on partage la langue française, ça peut pas être que pour des questions économiques. My God, j'espère que non. Et surtout, on se rend compte que la communauté francophone, c'est une de celles qui va croître le plus en termes de nombre d'habitants. En 2050, on sera plus de 700 millions de francophones. À 700 millions, on peut s'organiser. On peut déjà s'organiser entre pays. Mais à partager tous la même langue, on a des biais, on a des moyens, on a des liens qui vont nous permettre de créer et peut-être de changer des choses. Je pense qu'à 700 millions de francophones, on peut peut-être bouger un petit peu le monde, tu vois. Oui. On n'est pas isolé quand on est francophone. On fait partie de cette communauté qui a hérité de ça. Absolument. Tout ce qu'on peut faire, c'est on écoute, on apprend ce qui s'est passé, on regarde un petit peu ces luttes décoloniales parce qu'elles sont importantes et que si on s'intéresse pas, nous d'autant plus en tant que blancs, là, si on s'intéresse pas plus aux luttes décoloniales, on risque de pas comprendre ce qui va se passer à l'avenir. Et surtout, on risque de ne pas pouvoir créer cette grande coalition des francophones du monde parce qu'à un moment, le fait de partager une langue, ça nous permet de faire des trucs. Il y avait des projets que j'ai trouvés vraiment intéressants, notamment Internet nous permet beaucoup de choses, des universités francophones pour tout le monde, pour tous les pays, notamment tournées vers des secteurs qu'on exploite pas suffisamment bien. Je dis pas assez, mais je vais plutôt dire pas suffisamment bien, notamment la mer, notamment l'espace, notamment plein de domaines qui pourraient intéresser tout un tas de gens qui auront envie d'avancer dans ces choses-là, et aussi notamment les énergies renouvelables, quels que soient les pays où ça se trouve. On sait qu'il y a des pays qui ont beaucoup d'intérêt à avoir des énergies renouvelables. Je pense que tous les pays ont intérêt à ça. On va pas se mentir. Et donc pouvoir nous former en tant que francophones dans des universités qui permettraient à tous les jeunes d'avoir un avenir dans ces métiers-là, parce qu'on va avoir besoin de main-d'œuvre.
sorry le vieux continent, là, la France et tout, hein. Mais c'est pas parce que vous avez un taux de chômage monstrueux que c'est pareil partout. Il y a plein d'autres pays où on a besoin de gens formés, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de travail. Du travail, il y en aura, je pense, un peu toujours. Oui. Et il faut surtout des gens qualifiés pour pouvoir les faire. Et du bon travail et du travail qui exact. est pas... C'est pas les personnes de X pays extérieurs qui viennent faire les choses, te donner la facture, mais en fait forment personne sur place et repartent et disent merci pour le fric. On voit... À parler avec des personnes de différents pays africains, il y a beaucoup cette perception de la Chine. Exact. La Chine fait du bon, fait du mauvais. C'est pas... on peut pas faire un cours sur la Chine, là, mais c'est vraiment vu de ce point de vue-là, beaucoup pour les infrastructures où Chinois arrivent, construisent un pont ou X structure, partent, mais vont pas avoir formé les personnes. Non. Là, donc, ils se disent, OK, great, on a un pont, mais si on a besoin de le réparer, si on veut en faire un autre, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas eu cette éducation, cet échange nous donne rien pour évoluer et continuer à faire nos choses. Et on a tous besoin d'apprendre de différents pays comment faire différentes choses. Exact. Mais c'est beaucoup, beaucoup ça, les échanges, que c'est le... Bon, c'est tout le système néolibéral de toi tu fais un truc parce que tu le fais bien et là-bas tu peux plus t'occuper de toi-même. Oups. C'est des relations commerciales. Mais oui. Et or on serait capable à 700 millions de francophones, et même déjà actuellement on serait capable de le faire, de s'organiser autrement entre nous et de pouvoir faire ça bien. Ouais. Voilà un petit peu le tour de l'actu plus nos chroniques. C'était cool. C'était cool. Moi je vous dis du coup à la semaine prochaine, parce que seconde partie d'émission c'est dédié au féminisme et du coup j'ai hâte de pouvoir écouter ça tranquille. On se fait comme d'habitude une petite pause d'une dizaine de minutes et on se retrouve pour la seconde partie d'émission avec une invitée. De toute façon elle va se présenter, donc c'est cool. À tout à l'heure.